Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. Affaire Léon Yuga Faye, la thèse du règlement de compte se confirme. Les enquêteurs ont mis la main sur le présumé meurtrier. La LSDH, de son côté, se dit préoccupée par les différents décès d'agents de forces de défense et de sécurité. Elle demande au ministre de l'Intérieur de diligenter des enquêtes rigoureuses. Covid-19 au Sénégal, la courbe de la contamination maintient sa cadence. 1041 cas enregistrés ce jeudi, 8 personnes décédées de la maladie. Lueur d'espoir tout de même avec le démarrage de la vaccination ce vendredi avec les vaccins Johnson & Johnson au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Reportage à suivre dans ce 20h. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo a vécu ce vendredi. 206 délégations au défilé. Le président sénégalais qui n'a pu assister à la cérémonie exhorte le CIO à continuer son combat contre le racisme et la discrimination qui constituent une gangrène pour le sport. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'affaire du douanier abattu à Rosso, la thèse du règlement de compte se confirme. Les enquêteurs ont mis la main sur le présumé meurtrier qui était un voisin de la victime, mais aussi un gardien au poste de douane de Rosso. Mieux, l'arme du crime retrouvée juste derrière les habitations avait disparu depuis 3 ans et aurait appartenu à la douane. Explication dans cet élément signé à Mamadou Diagne. Sur le meurtre de l'adjudant de douane Léon Yuga Faye commence à porter ses fruits. Le présumé meurtrier a été arrêté et placé en garde à vue selon nos sources. Ce dernier était un ancien gardien au niveau du poste de douane de Rosso Sénégal et en même temps son voisin. Selon nos sources toujours, il s'agit d'un règlement de compte et que l'arme du crime trouvée juste derrière les habitations aurait appartenu à la douane et elle avait disparu depuis 3 ans. La police scientifique est en ce moment sur les lieux dans le cadre de l'enquête. Après autopsie, la levée du corps de l'adjudant Léon Yuga Faye est programmée demain samedi à 10h à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès. Il sera même enterré le même jour à 15h à Morolan. La LSDH est fortement préoccupée par les différents décès d'agents de forces de défense et de sécurité de la douane au Sénégal. En effet, 3 cas de décès brutals ont été observés récemment. Le dernier en date, l'affaire donc du douanier Léon Yuga Faye qui a été abattu par balle à Rosso au Sénégal le lundi 19 juillet 2021. La LSDH donc invite le ministre de l'Intérieur et de la Justice à diligenter des enquêtes rigoureuses pour traquer et arrêter et traduire devant les juridictions les auteurs de ces actes inqualifiables. L'Union européenne vient de doter la police nationale de 12 véhicules et de 12 motocyclettes. C'est dans le cadre du programme Partenariat opérationnel conjoint. La valeur est estimée à 9 millions d'euros. L'objectif est de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. On voit tout cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Afin de renforcer ses capacités en matière de lutte contre la traite des personnes, la police nationale vient d'acquérir de la part de l'Union européenne des véhicules et des motocyclettes. Ces moyens roulants ont été remis à la police nationale dans le cadre justement du projet intitulé Partenariat opérationnel conjoint. C'est un projet de l'Union européenne dont l'objectif est de lutter contre le trafic illicite de migrants, mais également la traite des personnes et les pratiques assimilées. Ce projet d'une valeur de 9 millions d'euros au profit des services de la police va faciliter davantage l'opérationnalisation des unités. Le projet est doté de 9 millions d'euros, financé sur le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne. Le POC, monsieur le directeur général, est un programme phare dans nos actions contre le trafic des migrants. Cet appui de l'Union européenne contre la criminalité transcontinentale organisée va permettre à notre police nationale de faire face à ce phénomène migratoire qui fait partie de ses actions prioritaires. Donc ces moyens roulants dont nous venons de bénéficier vont nous permettre de renforcer davantage nos possibilités opérationnelles et nous faciliter le travail dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, mais également et surtout la problématique du trafic illicite de migrants qui est une véritable réalité au Sénégal étant donné que notre pays est à la fois un pays de départ, de transit et de destination.
Ces moyens roulants, composés de 12 véhicules et de 12 motocyclettes, sont destinés principalement à la police de l'air et des frontières. Nous parlons de ces actes d'indiscipline et de violence notés récemment dans nos établissements scolaires. Plusieurs acteurs demandent des sanctions à l'endroit des auteurs, allant même jusqu'à leur exclusion définitive. Comment procèdent les autorités scolaires dans ce genre de situation? Quelles sont les différentes sanctions? Qui doit les prendre? Éléments de réponse dans cet élément signé Alassane Ba et Mohamed Dia. La polémique continue d'enfler après ces actes commis par des élèves dans différents établissements. Chacun y va avec son propre commentaire. Mais les autorités sont conscientes qu'il faut des sanctions. Quel genre de sanctions et comment procéder? Au niveau de l'école, il y a un rapport qui est établi pour informer donc l'autorité, pour informer la hiérarchie. Et maintenant, au niveau de l'école aussi, il y a un dispositif. Parce que tout dépend donc de l'acte, la nature de la violence. Il peut arriver que l'élève puisse être averti dans un premier temps. Bon, s'il récidive, on peut le blâmer. Et maintenant, si ça continue, on peut réunir le conseil de discipline. Le conseil de discipline maintenant peut statuer par rapport à la question, à l'ampleur, pour voir quelles sanctions prendre. En conseil de discipline, l'élève est entendu pour une meilleure compréhension de ses intentions. L'exclusion définitive, est-ce une solution? L'UDEN, au-delà de sanctionner ces actes, a une position tranchée sur cette question. À mon avis, est-ce que le fait de les exclure, parce que je suis en train de penser, quand j'ai entendu parler d'exclusion, c'est une forme de sanction. Mais si nous excluons ces élèves dans un tel établissement et que ces élèves intègrent un autre établissement, est-ce que le phénomène est réglé? Nous avons vu que ça s'est passé dans d'autres établissements. Donc il faudrait que nous puissions, tous les partenaires, l'autorité d'abord, c'est une occasion maintenant que nous puissions nous asseoir et par rapport à cette situation, réfléchir profondément pour que quand même que ces actes de violence, que ça ne puisse pas se répéter. Notez que quand il s'agit de l'exclusion définitive, le dernier mot revient à l'inspecteur ou l'inspectrice d'académie. Parlons à présent de la pandémie du coronavirus avec le Sénégal qui franchit à nouveau la barre des 1000 cas de contamination en l'espace de 24 heures. 1041 ont été enregistrés ce jeudi. 8 personnes sont décédées donc du Covid-19. 1629 personnes ont été vaccinées hier. Les vaccins Johnson disponibles au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. La vaccination a débuté même ce vendredi. C'était en présence du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Un vaccin qui se fait en une dose. On voit cela dans cet élément, dans ce reportage signé à Marcel Farba Maroun et Diafaraba. Quelques jours après avoir reçu 151 000 doses du vaccin Johnson & Johnson en provenance des États-Unis, le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a procédé au lancement de la vaccination sise au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Objectif, accélérer la stratégie nationale de vaccination au moment où la jeunesse est particulièrement touchée par le variant Delta. Ce don est arrivé dans un contexte où les Sénégalais sont venus massivement nous réclamer la vaccination. Et je me réjouis de cette grande prise de conscience nationale qui, en tout cas, aujourd'hui nous rassure parce que la vaccination nous semble être la solution pour stopper la contamination. Donc, j'encourage cette grande mobilisation de toutes les populations à venir se vacciner. Le contexte donc est un contexte extrêmement favorable et nous venons de lancer la vaccination sur Johnson & Johnson. J'ai remis les cartes des 2 premiers vaccinés sur ce vaccin et plus tard, nous sommes effectivement dans une perspective de dispatcher et de distribuer ces doses dans l'étendue du pays. La distribution d'ailleurs a démarré. Aujourd'hui, Dakar a reçu ces doses et les autres régions vont recevoir dès demain effectivement leurs doses. On ne savait pas encore où aller se faire vacciner. Quand on a eu l'information selon quoi on vaccinait ici, on n'a pas hésité. Je demande aux populations de mieux se prémunir, augmenter l'hygiène et aller se faire vacciner. Tout le monde sait que le Covid fait des ravages. Je suis venu me faire vacciner car je m'apprête à voyager. Je voulais le faire depuis longtemps, mais il y avait une rupture.
La procédure pour se faire vacciner ici est simple. Il suffit de s'inscrire sur une liste et attendre son tour. Après l'appel, le patient présente sa pièce d'identité, puis l'on procède à l'inscription de ses informations personnelles sur la carte de vaccination. Muni de cette dernière, le patient la présente à une infirmière qui, enfin, injecte la dose du vaccin. Nous sommes non seulement responsables de notre santé, mais également de celle de tous les autres. Donc que chacun également prenne cette histoire comme sa propre histoire et vienne se vacciner pour son propre bien d'abord, mais également pour le bien de toute la communauté. Toute une procédure bien coordonnée par ces dames communément appelées Badianou Gox. La preuve est là aujourd'hui. Ce sont les gens eux-mêmes qui sont venus se faire vacciner. Même les vendeurs de moutons sont là. Certains ignoraient, d'autres n'avaient pas encore le temps parce qu'il n'y avait personne pour les sensibiliser. Outre le vaccin Johnson & Johnson, le Sénégal devrait recevoir prochainement, probablement au mois d'août, les doses restantes du vaccin AstraZeneca après la grande pénurie qui a été notée dans le pays. Dès le 26 juillet 2021, d'autres doses du vaccin Sinopharm devraient également arriver au Sénégal, sans oublier le complément des doses Johnson & Johnson que l'Union africaine va livrer. Le tout sous forme de dons. Marcel Maroun, pendant ce temps, les pharmacies prises d'assaut, coïncidence ou pas avec la recrudescence des cas de Covid-19, beaucoup y vont avec des symptômes grippales ou de paludisme pour se soigner. Suivez plutôt ce reportage signé Mamadou Fall et Diafaraba. La pharmacie, les lieux les mieux partagés en cette période de pandémie, beaucoup de personnes se ruent vers les officines dès l'apparition de symptômes liés à la grippe, aux maux de tête et aux pertes de goût et de l'odorat. Dans cette pharmacie située à Yoff, la fréquentation est multipliée par 4. Vraiment, la fréquentation a pratiquement triplé ou quadruplé, si on peut dire. À peu près un mois, il y a une forte hausse de la fréquentation au niveau de la pharmacie. C'est d'ailleurs le même cas dans toutes les pharmacies actuellement à Dakar. D'habitude, les gens ne viennent pas pour décauser la Covid. D'habitude, les gens, quand ils viennent pour... Ils te parlent de la grippe. Au niveau des officines, beaucoup de Sénégalais viennent d'abord en officine lorsqu'ils ressentent des symptômes qui font penser à la Covid. Notamment aujourd'hui la toux, l'irritation de la gorge, l'écoulement nasal, donc le syndrome grippal, les courbatures. Et donc, le premier réflexe, c'est de venir en officine. Pour ces pharmaciens, il n'est nullement question d'automédication, puisque la pharmacie peut bien jouer les premiers rôles. Il ne s'agit pas de dire automédication, ce serait une automédication si ils prenaient ces médicaments chez eux à leur domicile. Et ici, ils viennent voir un cadre supérieur de santé, le pharmacien, qui évalue. On sait que si on le fait, la personne ne va pas à l'hôpital, on donne de l'azithromycine, des zinc, des antalgiques et des expectorants, des trucs comme ça. D'ailleurs, les acteurs ont beaucoup apporté leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. Également, il faut comprendre que les pharmacies, dans les différentes localités du Sénégal, sur toute l'étendue du territoire, dans tous les départements, sont organisés en collectif. Chaque collectif, aujourd'hui, soutient la région médicale. Avec l'explosion des cas de Covid-19 au Sénégal, plusieurs personnes préfèrent se rendre directement à la pharmacie afin d'apaiser leurs différents maux, chose fréquente, mais pas conseillée. C'est un des bouleversements causés par la pandémie de la Covid-19, le télétravail. Plusieurs entreprises privées comme publiques l'ont désormais intégré dans leur planning. Une nouvelle donne dans le monde du travail devenue incontournable, mais qui nécessite des discussions profondes, selon Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, que nous écoutons dans ce sujet, signé Aminata Baresso et Mamadou Diop. Dans plusieurs entreprises, il s'applique le télétravail. Cette manière de travailler en virtuel est devenue incontournable, précipitée par la pandémie Covid-19. La pandémie à coronavirus a anticipé sur les bouleversements déjà entamés par la révolution 4.0, la révolution virtuelle qui virtualise même le travail. Le télétravail s'applique maintenant, qu'on le veuille ou pas. Pour le patronat sénégalais, des études pour son intégration dans le code du travail sont en cours. Cheikh Diop approuve. Au moment où le télétravail s'impose à nous, la législation a fait un vide jusqu'ici. C'est justement ce vide qu'il faut combler. Le télétravail est devenu une réalité, une nécessité à laquelle il faut tenir compte.
Mais pour le secrétaire général de la CNTS-FC, des préalables s'imposent à la législation du télétravail. Il y a bien des déductions qu'il faut faire pour envisager, repenser le mouvement syndical avec ses ruptures d'unité, de liens et de liens. Les travailleurs ne se retrouvent plus ensemble. Le lien social est rompu. Oui, beaucoup de choses vont changer. Le travailleur est chez lui. Il occupe son lieu familial. Il travaille sur l'espace familial. Autant de choses qui doivent être accompagnées. Et là, la réflexion est ouverte. Les syndicats sont en train de réfléchir sur toutes ces questions. Des études publiées récemment par le Conseil national du patronat sénégalais donnent de bons points au télétravail. Résultat satisfaisant constaté avec le télétravail au Sénégal. Autre aspect de l'actualité à présent avec le délibéré sur le recours de l'opposition concernant la loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale qui est une violation de la loi de la part du Conseil constitutionnel. C'est du moins la conviction de Ngouda Mboup, l'enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques, soutient que cette juridiction dans sa composition actuelle ne peut pas rendre de décision. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Youssou Baro et Chérif Dia. C'est que le Conseil constitutionnel, en l'état actuel des choses, ne peut pas décider. En vertu de l'article 89 de la Constitution et de l'article 23 de la loi organique, le Conseil ne peut pas décider. En effet, le Conseil constitutionnel est composé de 7 membres, dont un président et un vice-président. Et la loi organique, en son article 23, depuis 2 ans, nous avons... C'est que le Conseil constitutionnel, en l'état actuel des choses, ne peut pas décider. En vertu de l'article 89 de la Constitution et de l'article 23 de la loi organique, le Conseil ne peut pas décider. En effet, le Conseil constitutionnel est composé de 7 membres, dont un président et un vice-président. Et la loi organique, en son article 23, dit clairement que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, excepté donc l'empêchement temporaire de 3 de ses membres au plus. Et actuellement, il y a un empêchement non seulement définitif d'un de ses membres, et aussi donc 2 autres membres ne sont plus donc membres du Conseil constitutionnel. Donc sa composition est irrégulière. Le Conseil constitutionnel n'avait pas la possibilité et n'a pas toujours la possibilité de décider. Moi, je reste dubitatif par rapport à la légalité, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la Constitution a été violée, ainsi que la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train quand même donc de faire un jeu que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que le président de la République, il est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Il est l'homme le plus informé et le plus renseigné dans ce pays. Et à ce niveau, je pense que le Conseil constitutionnel, ce qu'il devait faire à travers le président du Conseil, c'était d'alerter le président de la République pour qu'il nomme donc sans délai donc les 3 membres manquants. Mais à mon avis, le champ lexical même du considérant 5 démontre tout simplement que le Conseil constitutionnel a essayé donc de motiver sa décision à travers des formules tout simplement creuses, et puis des concepts valises. Ngouda Mboup était l'invité de la matinale d'info ce matin sur la TFM. Atiba Van Bambara, 15 000 bornes issues de lotissements illégaux enlevées par la DESCOS. Le maire de Chérif-Lo pointait du doigt. Le collectif des impactés exige une enquête pour situer les responsabilités. Louis Jérôme, membre du collectif, en parle au micro de Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Depuis 2 ans, nous avons mené plusieurs combats, plusieurs activités, plusieurs communications pour sensibiliser les autorités locales. Mais pour sensibiliser aussi les autorités nationales concernant le foncier de la commune de Chérif-Lo. Des lotissements anarchiques, des lotissements qui ne concernent pas la commune de Chérif-Lo, je dirais bien la commune de Chérif-Lo, parce que le conseil communal n'est pas impliqué. Parce que les collectivités, la communauté de Chérif-Lo, la population de Chérif-Lo n'est pas demandeur et la communauté de Chérif-Lo est en train d'être spoliée de ses terres. Un des sites qui était loti d'une manière anarchique, le service déconcentré a montré que ce n'est pas légal. Et il s'agit du site du village de Tchaour Mbambara. Le maire lui-même a avoué qu'il n'a pas eu l'autorisation de lotir. Donc il y a vice de procédure. Donc du fait, le délit est déjà constaté. Donc impérativement, on doit mener une enquête. Et nous constatons que c'est 15 000 parcelles. Et on parle de milliards, c'est un scandale national. Un scandale national parce que ce sont des Sénégalais qui habitent à Dakar, à Thiès, en Italie, en France, qui ont eu à perdre leurs économies. C'est pourquoi nous invitons les autorités au plus haut niveau d'annuler et de situer les responsabilités, d'aider ces pauvres Sénégalais
à recouvrir au moins leurs fonds, mais surtout 95% de ces parcelles ne sont pas destinées à la population. La jeunesse de Cherif-Lo aujourd'hui n'a pas là où habiter. Nous allons à présent dans la région de Kaffrine où des femmes issues du monde rural ont décidé de s'investir comme journaliers dans des travaux champêtres. Elles gagnent entre 750 et 1000 francs CFA à la journée, ce qui leur permet de satisfaire une partie de leurs besoins. Suivez plutôt ce reportage signé sur place Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. Le travail journalier dans les champs, un gagne-pain pour beaucoup de femmes à ce moment de l'hivernage. Cette femme trouvée en train de faire le charclage du mil est l'une d'elles. C'est le travail journalier, c'est difficile, mais nous cherchons de quoi nourrir nos familles. Elles sont payées 700 francs pour un travail ardu, de 8h à 13h, entre les trajets des champs. Le matin, on gagne 650 francs, le soir, 700 francs. Tout ça, c'est pour nourrir la famille. C'est dur, mais on n'a pas d'autres moyens. Pour les enfants, on confie les petits aux grands qui les surveillent. Celles qui n'ont pas la possibilité sont obligées de porter leurs enfants sur le dos jusqu'à la descente. Pendant ce temps, leurs employeurs, eux, se lamentent. Selon eux, ils dépensent beaucoup dans le travail journalier, alors qu'ils sont sortis d'une campagne agricole difficile. Actuellement, j'emploie plusieurs femmes du village pour le travail journalier. Ces femmes, je leur paye chacune 1000 francs du matin jusqu'à midi, 700 francs le soir. On dépasse beaucoup et le rendement n'est pas important. Après la récolte, on peine à vendre à certains prix. Elles sont nombreuses, les jeunes filles et les femmes plus âgées à se donner à ce travail journalier dans l'unique but de satisfaire les besoins de leur famille. La page des sports à présent, c'est parti pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Macky Sall exhorte le CIO à continuer son combat contre le racisme et la discrimination qui constituent une gangrène pour le sport. Le chef de l'État sénégalais a tenu ce discours à l'occasion de l'ouverture des JO de Tokyo, même s'il n'a pas fait le déplacement pour cause de Covid-19. Je vous propose de l'écouter. En ces temps d'incertitude et de tensions exacerbées, l'idéal olympique doit nous aider à surmonter nos peurs, nos appréhensions, nos préjugés et nos limites pour la coexistence pacifique des peuples. Il doit nous rappeler que le sport, au-delà des performances inhérentes à toute compétition, est d'abord une école de vie qui enseigne la tolérance, l'acceptation et le respect du prochain. Je me réjouis que le CIO, fort du prestige que lui confère son statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue de promouvoir l'avènement d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Dans cet esprit, j'exhorte votre comité à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du racisme et de la discrimination raciale qui continue malheureusement de gangréner le sport. 206 délégations ont défilé donc ce vendredi lors de la cérémonie d'ouverture, mais sans public. Le Sénégal sera représenté par 14 athlètes demain, donc à partir de 9h55. Ce sera l'entrée en lice de l'escrimeuse Ndeye Binta Diong. Le pongiste Ibrahim Diaw, lui aussi, va entrer en lice à partir de 14h30 ce samedi. Le docteur Nala Socéphale, lui, a sorti un ouvrage intitulé « Histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs ». Dans ce livre, l'auteur propose un modèle qui permet non seulement au Sénégal de réussir l'organisation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse, mais surtout d'asseoir une véritable politique sportive capable de développer la discipline olympique. Il a également reconnu la dimension pédagogique de l'œuvre pour aider à passer à une autre étape. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ibou Diouf et Yafaraba. J'ai été un athlète international, j'ai fait l'équipe nationale junior du Sénégal, l'équipe nationale senior du Sénégal. C'est par la suite que j'ai eu une bourse pour aller, à la suite d'un concours pour aller à Cuba faire mes études dans le domaine des STAPS. Quand l'ancien athlète trempe sa plume, cette fois c'est pour faire sa lecture des performances. Le titre c'est l'histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs. Une interrogation pleine de sens évoquée dans cet ouvrage. Un regard sur ce qui fait la différence. Que les gens sachent qu'est-ce qui fait la différence entre les pays
qui ont beaucoup de réussite au niveau des sports olympiques et les autres pays qui, malgré un certain potentiel, n'arrivent pas à réussir et à avoir autant de succès. Donc je me suis dit que j'allais mener un certain nombre de recherches et donc depuis 2007 j'ai commencé la recherche dans le domaine et ça a abouti à une thèse en 2017. Nala Sosefal, un homme du Serail, pose son regard sur ce qu'il appelle le secret des vainqueurs. Non, vous savez, dans les sports olympiques, il n'y a pas de miracle. Parce que c'est la constance, le sérieux, l'investissement et la volonté politique qui fait la différence. Et donc, le miracle, ce qu'on peut appeler miracle, se trouverait dans la capacité à anticiper, à planifier, à organiser et à réaliser tout ce qui est planifié. Dans ce contexte de Jeux olympiques et la crise liée à la Covid-19, les experts s'interrogent déjà sur la performance des athlètes à Tokyo. Et les athlètes ont pu faire ce qu'on appelle la surcompensation. Et récemment, dans les meetings, on a vu beaucoup de records du monde qui ont été battus et les gens se demandent pourquoi. Parce que les gens les athlètes se sont plus reposés, ils ont pu avoir une certaine surcompensation et ils ne sont pas surchargés. Et donc ça, c'est une bénédiction pour eux, comme on dit, à quelque chose malheur est bon et sur le plan des performances. Histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs, l'ouvrage de l'ancien athlète, aujourd'hui expert de la discipline, un autre combat, aider son pays à être plus présent sur la scène internationale. Diouf, on boucle ce 20h avec cette information qui vient de nous parvenir avec Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC qui retire sa candidature au poste de président de la Ligue sénégalaise de football professionnel au profit de monsieur Mohamed Djibril Ouad. Il soutient que c'est dans un souci de rassemblement, de rapprochement, le devoir d'unité autour du football, soucieux donc de préserver les intérêts supérieurs du football sénégalais. Il a décidé d'opérer ce retrait qui doit être compris comme une volonté d'orienter le football vers le développement. Donc c'est l'essentiel de son communiqué qui nous est parvenu. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé.